Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien bombardier de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Édith Cloutier à notre tribune. Édith qui est présidente Québec de Rogers. Nommée en 2019, Édith est une personne extrêmement impliquée là, au sein de la Chambre de commerce et on est extrêmement heureux de te recevoir, Édith. Bienvenue à la Chambre. Merci Jean-Denis pour l'introduction. Écoutez, c'est extrêmement intéressant de vous recevoir. On vit des moments qui sont extrêmement importants. On fait face à une crise du COVID-19. On en parle lors de chacun de nos événements. Et je pense que durant le contexte qu'on a vécu, on a pu prendre la pleine mesure de l'importance de nos télécommunications pour notre société, pour notre économie. Clairement, le secteur des télécommunications joue un rôle qui est primordial. C'est quelque chose souvent au niveau des télécommunications qui est un peu intangible et je pense que la crise qu'on a vécue, la crise sanitaire et la crise économique nous fait prendre vraiment l'élément tangible de ce que ça joue au sein de notre société. On vit actuellement l'accélération des changements, qu'on pense au commerce en ligne, au télétravail. Derrière les télécoms, il y a aussi toute une infrastructure. Et pour ceux qui ont fait des conférences qui, parfois, à la maison, ne fonctionnaient pas très bien, d'autres fois, ça nous a sauvés un peu et ça fonctionnait parfaitement. On s'est rendu compte aussi de toute l'importance stratégique de ces infrastructures-là. Puis, en même temps, nos infrastructures actuelles ont certaines limites. Alors aujourd'hui, Édith, je suis extrêmement content de te recevoir et on aura l'occasion de discuter un peu du rôle des télécommunications au sein de la crise actuelle, mais également pour la relance de notre économie et le développement de notre économie future. Alors, sans plus tarder, je te cède la parole et on aura l'occasion par la suite de revenir là, sur les différents thèmes que j'ai abordés lors de mon introduction. Alors, Édith, à toi. Un grand merci, Jean-Denis. Effectivement, c'est une très belle mise en contexte. Alors, bonjour à tous. Très, très heureuse d'avoir été invitée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et vraiment de vous parler du rôle crucial de la connectivité dans la relance économique. Et surtout de voir de quelle manière les entreprises et les villes pourront en tirer un profit. Alors, il est clair que présentement, on traverse une période sans précédent et comme vous, nous aussi chez Rogers, on a dû nous assurer de continuer à offrir des produits et des services de qualité à nos clients et de s'assurer qu'ils restent branchés et surtout, disons, productifs. Hein? On est conscient que depuis longtemps, la connectivité joue un rôle important, tu l'as dit, Jean-Denis, dans le développement de l'économie ou des communautés, mais en 2020, avec la COVID-19, l'importance de la connectivité a pris une toute autre nouvelle tournure. Ce qu'elle a permis, là, tu le disais, là, à nos entreprises de poursuivre leurs opérations, à nos villes de répondre aux besoins de leurs résidents, à nos travailleurs de travailler efficacement à distance, à nos étudiants d'étudier et de participer à la vie étudiante à distance, en fait. Alors, depuis le début de la pandémie, nos réseaux de télécommunications au Canada ont été mis à rude épreuve. Et je vous rassure, ils ont tenu bon. J'en profite même pour saluer mes collègues compétiteurs sur l'appel et je nous dis bravo. Nous avons fait un travail colossal ensemble pour maintenir cette connectivité-là au Québec et partout au pays. L'Association canadienne des télécommunications sans fil, qu'on appelle la CTS, a d'ailleurs publié un rapport le mois dernier qui a démontré clairement que nous comptons plus que jamais sur nos réseaux pour travailler, pour communiquer, pour étudier, pour nous divertir. Concrètement, à la fin du mois de juillet, le trafic des données mobiles de téléchargement, fait que le upload qu'on appelle, a dépassé les niveaux pré-COVID de plus de 14 très près de 15 d'augmentation. Et ceux de téléversement, qui est le download, on parle de plus de 27 très près de 28 Alors, c'est la même chose pour tout ce qui est les appels vocaux. Les minutes d'appel sur les réseaux sans fil étaient en hausse de plus de 40 en juin et près de 35 en juillet. Alors, c'est clair que cette tendance générale à la hausse depuis le mois de mars là, continue sur sa lancée. On peut vraiment voir que la connectivité est passée vraiment d'intéressante à cruciale, voire même vitale. Et c'est cette même connectivité qu'il va falloir compter désormais pour relancer l'économie de notre province. Lorsque le Québec s'est mis sur pause, les entreprises qui n'avaient pas entrepris le virage numérique ont eu un peu plus de difficulté à servir leurs clients efficacement.
Les villes, de leur côté, ont fait de leur mieux pour communiquer avec les citoyens et se sont réajustés en permanence et au fur et à mesure que la situation évoluait. Et je le confirme, on s'ajuste tous un peu encore. Aujourd'hui, dans la perspective de la reprise économique et pour contribuer à la relance, il va falloir continuer de s'adapter à ces changements-là, ce qui implique adopter de nouvelles solutions numériques et investir dans des outils de productivité. Ainsi, dans la perspective de cette reprise économique, des connexions fiables et solides seront essentielles pour faciliter le télétravail et le travail à distance des étudiants, pour propulser l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, pour stimuler les villes intelligentes et générer de la croissance, puis pour offrir plus de possibilités à nos entreprises avec la 5G. Parlons un peu de télétravail. Alors, les bouleversements auxquels nous avons assisté ont apporté des changements majeurs à notre façon de faire. Aujourd'hui, on le voit avec le télétravail, le lieu de travail des employés un peu moins d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils peuvent accomplir le travail peu importe où ils se trouvent. Alors, une enquête du groupe Angus Reid a révélé que 73% des entreprises au pays qui ont plus de 150 employés comptent offrir davantage de travail à domicile à leurs employés. En même temps, là, 45% des travailleurs ne sont pas à l'aise de retourner sur leur lieu de travail ou dans leur bureau pour le moment. Alors, c'est un signe clair que les entreprises qui tireront le mieux leur épingle du jeu sont celles qui ont investi dans la connectivité et les outils de productivité. Les façons de travailler ont changé, vont continuer de changer. Les travailleurs ont plus de flexibilité et les employeurs aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi des points positifs là, pour les industries où il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Ça veut aussi dire qu'elles peuvent maintenant être plus ouvertes et utiliser la connectivité pour travailler avec des talents probablement partout au Québec, voire même à l'extérieur de la province et voire même à l'extérieur du pays. Il ne faudra pas négliger que le travail à distance peut faire également partie des outils d'attraction et de la rétention de nos talents à la disposition de toutes les entreprises. Alors, vous voulez devenir un employeur de marque, il faudra sûrement évoluer et s'ajuster. D'ailleurs, pour toutes les entreprises qui ont des bureaux satellites, plus rien ne devra empêcher les employés de travailler de n'importe quel site de votre entreprise. Alors, les bureaux satellites apportent leur lot d'avantages. Vous le savez, ils permettent aux employés de travailler plus près de chez eux ou alors d'être plus près de leurs clients ou de collègues, tout en gardant une connexion comme s'ils étaient à leur bureau principal. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus d'une poignée d'employés qui vont être privilégiés et équipés pour le télétravail ou le travail multisite. Ce sera probablement la norme. Les entreprises dont les opérations reposent sur le service à clientèle, par exemple, le savent. Il faut offrir la mobilité aux employés, sinon, ils iront voir ailleurs. C'est là que la force de notre réseau prend tout son sens, toute son ampleur. Par exemple, à titre d'exemple pour nous, là, lorsque le Québec s'est confiné, chez nous, chez Rogers, nous avons déployé plusieurs centres d'appel virtuels pour nos clients pour qu'ils puissent continuer de fonctionner à distance. On a aussi développé dans l'urgence des numéros 1-800 pour plusieurs parlers de gouvernement et pour permettre, entre autres, à des cliniques de prise de rendez-vous virtuels de recevoir des appels de personnes souhaitant se faire tester pour la COVID-19 et à des citoyens de s'informer sur plusieurs programmes gouvernementaux. Alors, ces deux exemples-là sont précis, mais ils soulignent l'importance des outils virtuels qui offrent aux entreprises de rester connectées à leurs employés et à leurs clients. Et nous-mêmes, chez Rogers, nous prenons la pleine mesure de l'importance de la connectivité. En effet, comme la plupart des entreprises, on a dû prendre la décision de poursuivre le télétravail jusqu'à la fin de l'année, mais tout en restant flexible pour nos employés qui veulent rentrer au bureau en respectant évidemment les consignes de la santé publique. Un exemple, aujourd'hui, je suis assise à la place Bonaventure aujourd'hui au bureau. Alors, mais ça, c'est des décisions qui ont touché nos employés, plus de nos 3000 employés au Québec. Parlons un peu d'intelligence artificielle et de l'Internet des objets dans tout ça, là. Comme on vient de voir, les entreprises peuvent compter sur une connectivité pour poursuivre leurs activités pendant cette période difficile, puis la période qui va suivre aussi. La même chose pour nos villes et nos entreprises manufacturières. Plusieurs villes ont dû s'adapter, ont dû adopter des initiatives de ville intelligence et se fient à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets pour, entre autres, surveiller le trafic, surveiller la qualité de l'air ou même pour communiquer avec leurs résidents en temps réel. Évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle et d'Internet des objets, il faut d'abord et avant tout pouvoir compter sur une infrastructure qui est solide et qui permet de développer des réseaux sans fil très forts. Si vous aimez les images, pensez que les investissements dans les infrastructures numériques nous permettent de bâtir des ponts vers un avenir numérique
performants. Les villes aujourd'hui doivent exploiter la puissance des technologies avancées et de connecter et toutes ces technologies connectées pour devenir des villes plus intelligentes puis plus résilientes pour soutenir leur commerce local. N'oublions pas qu'en tant que gouvernement de proximité, les villes sont aux premières loges pour répondre aux besoins des résidents et elles savent mieux que quiconque ce que leurs citoyens veulent. Alors, offrir un accès fiable au commerce et aux services locaux doit faire partie de l'équation pour stimuler la reprise économique, surtout dans le contexte particulier qu'on vit présentement. Alors, on le voit, ce qui se faisait sur le lieu de travail va se transporter sur le lieu des résidences. Alors, il faut être prêt à répondre à de nouveaux besoins ou à créer de nouvelles habitudes avec les citoyens pour les encourager à consommer localement. Le même exercice doit se faire, on pourrait dire, pour les universités, pour les hôpitaux, pour les entreprises de toute taille. Comment devenir local puis parler avec nos utilisateurs? À titre d'exemple, et le but de continuer à soutenir les villes, les citoyens et les entreprises, nous avons récemment annoncé une collaboration très, très, très étroite avec BCT. Alors, BCT, c'est une entreprise montréalaise, on est fiers de le dire, une entreprise québécoise qui offre entre autres des services de ville intelligente aux municipalités partout au pays et qui approche les résidents de leur ville et de leurs entreprises locales. Avec BCT, les villes ont accès à une plateforme qui peut leur permettre d'entretenir un dialogue en temps réel avec leurs résidents, donner un accès numérique aux différents services de la ville, puis de promouvoir aussi les commerces à proximité au moyen de la plateforme écolocale. C'est justement ce côté très local que de l'offre qui nous a beaucoup plu. Alors, pour nous autres, soutien au commerce local, là, il y a plusieurs produits de villes intelligentes offertes, mais j'aimerais m'attarder sur cette plateforme écolocale qui peut aider les villes de toute taille, municipalités, à mousser les entreprises et le commerce local et à stimuler l'emploi. Avec Écolocal, les villes intègrent une carte interactive avec laquelle on retrouve tous les commerces et services locaux. La plateforme peut permettre aux commerçants d'afficher leur catalogue de produits en ligne. Du coup, ils se retrouvent avec une boutique virtuelle dans laquelle les résidents peuvent magasiner. Les commerçants peuvent aussi faire des offres promotionnelles ciblées à des citoyens, comme par exemple des rabais selon la météo, selon le jour de la semaine et même dans une situation contextuelle comme la pandémie que nous vivons. Ce que ça nous dit ici, c'est que cette plateforme devient un atout pour accélérer la transformation numérique des entreprises et faire en sorte qu'elles puissent continuer à servir leurs clients, même à distance. Un autre élément très intéressant, les commerçants peuvent afficher des offres d'emploi directement sur cette plateforme. Quoi de mieux pour stimuler l'emploi local et de contribuer à la relance économique? Pour les citoyens, je dirais que c'est une occasion de consommer localement, de contribuer à l'économie locale et de découvrir des commerçants près de chez eux qui sont tous regroupés sur la même plateforme. Les résidents peuvent faire des achats, des produits directement sur la plateforme puis récupérer au magasin ou se faire livrer à domicile. On l'a vu, c'est extrêmement important. On voit bien qu'avec Écolocal, les villes peuvent jouer un rôle important dans la reprise économique et bâtir des liens solides avec les différents commerces et les entreprises locales et avec leurs citoyens. En plus de permettre aux commerces et les villes d'accroître leurs revenus, l'intelligence artificielle permet de réaliser des économies de coûts sur les services aux citoyens ou les services clients pour tout type d'organisation. Je m'explique un peu, là. Pensez à une carte citoyenne virtuelle ou à une carte de membre quelconque pour votre entreprise. On peut recevoir des alertes, des notifications pour aviser nos clients. On peut même faire des requêtes, avoir certaines interactions, puis même de faire une consultation, que ce soit une consultation citoyenne ou consulter nos clients sur un produit, sur un service. Alors, cette efficacité-là apporte certainement des belles économies, dû au fait que les résidents et nos clients ont accès à tout sur une même plateforme, ce qui réduit les interactions, l'émission de documents, papier, puis accélère le temps de réponse. On a eu des cas réels où les revenus d'abonnement ont augmenté de 40 % et que 88 % des résidents ou des membres sont inscrits sur la plateforme. Alors, rien qu'avec cette possibilité-là d'une carte, ça fait des changements importants. Alors, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir lorsqu'on est une ville ou une organisation qui cherche à attirer et retenir résidents, clients avec des produits et services à la fine pointe, puis tout en faisant des économies. Ce sont sûrement des arguments que les commerces et les entreprises locales peuvent mettre de l'avant pour encourager leur ville et devenir une ville connectée intelligente. C'est certain que cette intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies
Et avec l'arrivée de la 5G, on peut entrevoir des possibilités infinies pour nous tous et tout particulièrement pour nos entreprises. Alors, parlons-en un peu l'importance de la 5G pour cette économie-là et c'est pour nos entreprises. Depuis le premier appel sans fil là, sur le réseau Rogers, là, on parle depuis 35 ans, là, on était loin de s'imaginer tout le monde qu'un jour, on pourrait regarder des films sur nos téléphones, démarrer nos voitures à distance et tout ça là, sur notre appareil sans fil. Tu sais, je le mentionnais plus tôt, les investissements dans les infrastructures numériques sont la base pour amener les réseaux plus loin. Nous avons investi des milliards de dollars pour offrir un réseau qui répond à vos besoins et en même plus qui les anticipe. Dernièrement, on est très fiers de ça. J'en parle parce qu'on a été reconnu par Ouma Lahaute, le chef de file mondial de l'évaluation de l'analyse comparative des réseaux mobiles, comme offrant le réseau sans fil au Canada, le meilleur réseau sans fil au Canada pour la 2e année consécutive. Alors, c'est pas peu. On est très, très, très fiers de ça. De cette reconnaissance-là, puis on continue d'investir massivement dans notre réseau et dans la 5G. Si vous vous rappelez, en janvier dernier, on a annoncé le déploiement du premier réseau 5G au Canada. C'était au centre-ville de Vancouver, celui de Toronto, d'Ottawa et bien certainement ici à Montréal. Et tout récemment, en début d'année, c'était 50 villes canadiennes supplémentaires au pays, dont Québec, Gatineau, Trois-Rivières, Québec, que nous avons connectés à la 5G. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui le premier et le plus grand réseau 5G au Canada. D'ici la fin 2020, ce sera le plus de 60 marchés canadiens sur le réseau, qui auront le réseau 5G de Rogers qui est propulsé par, on le sait, par Ericsson. Alors, je vous le dis, puis on en parle, on en entend parler, la 5G, c'est la plus grande évolution technologique depuis le début du sans-fil. Ce que ça signifie, c'est pour nos entreprises, c'est qu'on est en train d'ouvrir un monde de possibilités illimitées. Au cours des prochaines années, la 5G va vraiment transformer nos entreprises et nos industries. Entre autres en supprimant les barrières comme la distance, permettre la connexion entre les objets à une très grande bande passante améliorée. Vous voyez la bande passante, là, je l'explique toujours comme étant ces gros tuyaux qui permettent de transmettre de l'information rapidement. Mais plus important, c'est une latence exceptionnelle. La latence, c'est vraiment le temps de réponse entre l'appareil et l'appareil au réseau. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, je donne souvent cet exemple-là. La réponse d'un coureur de Formule 1 est de 100 millisecondes. Avec la 5G, on parle d'un temps de réponse d'1 milliseconde. Alors, ce que ça va permettre, la 5G, c'est d'assurer la prise en charge d'une augmentation massive aussi du nombre d'appareils connectés. Et on le sait, hein, ça croît sur année de façon exponentielle, mais ça va vraiment permettre que ces connexions-là soient fiables et un plus grand nombre d'applications ici. Là. On parle, entre autres, d'une réalité augmentée, une réalité virtuelle, des communautés intelligentes, j'en parlais, des soins de distance, des soins de santé à distance, de la robotique, les véhicules autonomes. Concrètement, les entreprises pourront diffuser instantanément des vidéos de haute résolution qui se traduira par une expérience de communication plus riche avec les clients et les travailleurs à distance. Les entreprises innovantes qui cherchent à utiliser des applications de pointe le feront de manière plus significative avec la 5G. Certaines organisations utilisent actuellement l'Internet des objets, c'est certain, on en parle depuis longtemps pour la gestion des actifs, c'est sûr, c'est utilisé. Mais ce que la 5G va faire, c'est accélérer le processus puis fournira des données encore plus précises et des données encore plus en temps réel. Un autre exemple du point de vue de l'entreposage, la 5G va permettre aux entreprises d'utiliser des étagères intelligentes qui peuvent suivre le moment où le produit est en rupture de stock et déclencher une action concrète. Alors ça assurera le bon fonctionnement et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. La gestion de la flotte de véhicules s'en trouvera également facilitée. Le suivi des véhicules, la maintenance des équipements, la gestion des inventaires, ça existe déjà. Mais la 5G va rendre ça tout simplement plus efficace, plus rapide. Et je le mentionne toujours, la conduite autonome deviendra vraiment une réalité avec la 5G puis avec cette progression-là technologique. Alors, en conclusion, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que la connectivité, c'est un incontournable.
Jean-Denis en parlait, pour toutes les entreprises ou toute ville qui veut continuer de grandir et d'attirer les employés, les résidents, les clients. La bonne nouvelle, je le disais d'entrée de jeu, c'est que notre pays est doté d'un réseau solide et fiable et que le réseau de télécommunications les plus utilisés actuellement, soit la 4G, le LTE, permettent déjà l'implantation de l'intelligence artificielle, puis que l'on s'appuie sur une technologie qui est 4G ou LTE ou 5G. L'important pour l'ensemble des entreprises, c'est de trouver des outils et des services connectés qui répondent à vos besoins, à ceux de vos employés, à vos besoins futurs aussi, pour vos clients, vos citoyens, vos employés, c'est extrêmement important. Je pense qu'en posant dès maintenant certains gestes pour prendre le virage technologique ou de continuer ce virage-là, vous pouvez définitivement donner des moyens, vous donner des moyens de contribuer activement à la relance économique, d'augmenter votre productivité et de répondre aux besoins de votre clientèle. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon automne à tous et je dirais bonne relance et restons vigilants, c'est certain. Merci beaucoup, Edith. Très intéressant. Écoute, ce que je retiens là, c'est que clairement, il y a des tendances qui sont présentes depuis le COVID-19. Des tendances qui étaient déjà là, mais qui se sont accélérées. Et si on t'écoute bien, c'est des tendances qui sont là pour rester. En même temps, on veut améliorer notre compétitivité pour se propulser dans la prochaine économie. Et le numérique, la connectivité, comme tu dis, va être au centre de tout ça. Si on veut bien arriver, par exemple, et bien implanter cette connectivité-là, ben, ça va nous prendre des infrastructures de qualité, des infrastructures qui sont déployées à l'échelle nationale, au Québec et dans le Montréal métropolitain. Et donc, il faudra aussi adresser et s'assurer qu'on est équipé pour déployer cette connectivité-là. Écoute, Edith, je te propose qu'on adresse tout de suite l'éléphant dans la pièce. Rogers fait beaucoup parler d'elle et dans l'actualité, avec des intentions peut-être d'acquisition de Cogeco. Évidemment, Cogeco, c'est une entreprise emblématique du Québéking et la volonté d'acquisition de Cogeco a fait beaucoup parler. On a d'ailleurs reçu énormément de questions quant aux intentions de Rogers et à la situation qu'on a vue se déployer au cours des dernières semaines. Alors, je t'inviterais simplement à peut-être commenter. J'imagine que tu peux pas nous révéler de secrets d'État, là, mais si tu es en mesure de commenter, clairement, les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus puis comprendre un peu plus les intentions, considérant l'importance et la visibilité de Cogeco au Québec. Mm-hmm. Oui, je comprends. Tu comprendras, puis vous comprendrez tout le monde que je ne peux pas commenter sur les tenants et les aboutissants de ce dossier publiquement en détail. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette offre-là concerne l'avenir des télécommunications au Québec et certaines parties de l'Ontario également. Les télécommunications, c'est une activité qui nécessite une forte intensité de capital. On en parlait dans le développement, là, il faudra des milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures au cours des 10 prochaines années pour fournir aux Québécois cette connectivité-là qui est si importante, puis des services de classe mondiale. À un moment où la reprise économique et la connectivité sont plus importantes que jamais, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Rogers va être un partenaire du Québec dans son ambition de construire une infrastructure de communication qui est novatrice, mais aussi en particulier là, dans toutes les régions du Québec. Alors, le Québec est déjà très axé sur l'innovation et la technologie, puis ces investissements nous permettront de contribuer à faire passer le secteur des technologies québécoises à un niveau supérieur, puis de créer des emplois bien rémunérés dans la province. Alors, c'est vraiment de participer au développement numérique du Québec. C'est ce que je peux dire à ce moment-ci. Merci. Écoute, on en a parlé, le numérique va être au centre des défis qu'on va avoir à relever au cours des prochaines années. Avant la crise, l'économie du Montréal métropolitain était exceptionnelle. En même temps, un des défis qu'on observait, c'était un retard dans la numérisation de nos entreprises, de nos villes, de nos organisations. La situation du COVID semble avoir accéléré cette transformation numérique-là. Même si ça allait bien, là, on avait quand même des enjeux de productivité. On avait des défis d'innovation, puis clairement des défis de main-d'œuvre. Puis tu l'as dit, le numérique, la connectivité va être au centre
du déploiement qu'on doit faire pour relever nos défis puis assurer la compétitivité de notre économie à une échelle internationale. Comment vois-tu ce rôle-là pour le déploiement de de l'économie, la transformation de notre économie? Puis qu'est-ce que tu observes chez les clients de Rogers? Alors, comment on aborde tout ça, considérant les défis qu'on a, considérant le fait qu'on avait un retard de numérisation, mais que l'aspect positif, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une accélération de la volonté puis de l'action des organisations dans leur transformation numérique. OK. Ben, tu sais, d'entrée de jeu, c'est ce que je disais un peu plus tôt. T'sais. Ça va vraiment passer par une infrastructure qui est solide puis une connectivité qui est solide. Alors, tout ce qu'on va faire en termes d'investissement, tout ce qu'on va mettre comme infrastructure, ça va permettre, disons, là, d'alimenter la productivité, l'innovation, puis de trouver des façons de travailler puis des façons fiables. Ça va passer par des réseaux sans fil qui vont être forts, qui vont être solides. Alors, de là, l'importance de continuer avec la 5G. De ça aussi, l'importance tu parlais de prendre un virage technologique, bien, d'adapter des solutions qui vont être novatrices, qui vont permettre de rester bien branchés, mais d'être productifs, de rester proche de nos clients, de rester actifs et très productifs. C'est un peu comme ça que ça va jouer. Tu sais, c'est ce que je disais. Les clients, la plupart ont commencé le virage numérique. Même certains sont très, très, très avancés. Ce que la COVID nous a dit, c'est il faut penser autrement. Il faut accélérer tout ça, puis il faut s'assurer de cette stabilité-là, de cette productivité-là. C'est un incontournable parce que le paysage ne sera plus jamais le même. Alors, il va falloir s'adapter à tout ça. Puis comme je dis, bien, ça part par nos investissements réseau, ça part par cette 5G-là qui va faire la différence dans comment on va approcher les solutions et où on va les implanter, tu sais, à travers la province. Oui, tout à fait. Puis en même temps, tu sais, on dit que l'infrastructure va être au cœur de tout ça. Puis un des défis un peu qu'on peut observer, c'est qu'une infrastructure 5G, on n'interagit pas directement avec. Lorsque on bâtit le pont Champlain, qui est une infrastructure stratégique pour l'économie canadienne, ben les gens ils roulent dessus. Lorsqu'on est en train de travailler sur le REM, ben les gens vont l'utiliser directement. Il y a quelque chose de très concret. En même temps, le 5G, on l'utilise, mais sans directement y toucher. Et c'est un défi, puis probablement, puis j'aimerais avoir ton avis, mais est-ce que le 5G devrait être considéré au même titre que toutes les infrastructures en béton stratégiques qu'on est en train de bâtir de notre économie, ou peut-être sinon comme étant encore plus stratégique. Et donc là, il faut changer peut-être les façons de l'aborder de nos politiciens, de nos organisations, parce que si on dit qu'on va miser sur le numérique pour relever les défis de demain, bien, ça nous prend une infrastructure et là, il faut la considérer au même titre que toutes les autres infrastructures qu'on juge stratégiques pour l'économie du Québec, de Montréal et également là, du pays. Tu sais, Jean-Denis, c'est une excellente question, mais on va revenir au début de la crise. Tu sais, ça n'a pas été très long que tout ce qui était connectivité, service sans fil, c'est devenu un service essentiel. Tu sais, je parlais tantôt c'est devenu vital. C'est devenu vital pour le fonctionnement des entreprises, pour le fonctionnement des villes, mais pour s'assurer que tout le monde restait branché. Fait, je pense que cette question-là, puis dans le temps, ça nous répond. Il faut vraiment considérer notre avenir économique, ce que ça fait pour l'ensemble des citoyens, ce que ça fait pour l'ensemble des clients, ce que ça fait pour nous, c'est clé. Ces investissements-là sur la technologie, il va falloir en prendre soin, il va falloir être stratégique parce que tout va passer par là, que ce soit des nouvelles solutions numériques, que ce soit une nouvelle réalité économique, il va falloir rester je dirais, à l'ère du jour et puis de pouvoir continuer d'avoir une économie forte, puis d'offrir des services qui vont être adéquats. Alors, en fait, ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé depuis le mois de mars, ça vient renforcer tout ça et l'importance de cette structure-là solide, l'importance de la 5G, l'importance des investissements qu'on va faire. Merci, très intéressant. Écoute, tu as parlé un petit peu plus tôt d'Internet des objets. Montréal est un hub d'intelligence artificielle, alors je pense qu'on est extrêmement bien positionné pour jouer un rôle majeur
au niveau de l'Internet des objets. En même temps, il y a des défis au niveau de la gestion des données, les citoyens posent des questions, mais il y a une tonne d'opportunités pour utiliser les données pour rendre nos entreprises plus compétitives, pour relever des défis sociétaux. Comment vois-tu ce déploiement-là qui est déjà amorcé, mais qui risque seulement de s'accentuer avec la technologie qui s'améliore, la capacité d'aller chercher de plus en plus de données, et dans un contexte où quand même les gens se posent des questions sur comment ça va se déployer. Alors, comment on gère les craintes, les opportunités, puis comment tu vois le rôle d'un Montréal métropolitain là, au sein de cet écosystème-là, sachant toute l'expertise qu'on a? Bien, en premier lieu, là, tu touchais de comment l'importance de l'intelligence artificielle à Montréal. Moi, ce que j'ai le goût de dire aux gens, ce que j'ai le goût de nous dire, c'est qu'on est choyé. On est choyé à Montréal. Oui, c'est un hub important, puis il y a une très grande crédibilité là-dedans. Alors, tu sais, il faut pas être gêné de ça, il faut même bâtir de ça. Tu sais, tantôt, je parlais de la 5G, l'importance avec ce qui s'en vient, l'Internet des objets. Tu sais, les villes intelligentes, là, on est au tout premier balbutiement, là. Puis je veux pas insulter personne en disant ça, mais on commence là-dedans. Il y en a qui sont très avancés, mais tu sais, il faut prévoir qu'avec la technologie, là, il va y avoir des millions de capteurs qui vont permettre d'entre-objets de communiquer. Fait que quelque chose comme contrôler le trafic, c'est-à-dire de regarder dans certaines catastrophes naturelles ou des choses qui se passent, comment on peut intervenir. Ça va donner beaucoup, beaucoup de proactivité à tout ce qu'on fait. Puis d'un point de vue productivité, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir mettre de l'avant, comme je disais plus tôt, des solutions très, très, très innovatrices pour accroître notre productivité sur la scène mondiale, mais sur la scène locale, sur la scène provinciale. Ça va nous permettre de mettre de l'avant beaucoup d'activités économiques. Puis tout ça, ben, en prenant le temps de bien gérer ce qu'on appelle la donnée, puis l'éthique autour de ça. Puis comme je vous dis, à Montréal, on est choyé, on a des experts de classe mondiale pour regarder tout ça, mais en fait, c'est un incontournable. On est poussé vers ça, je le disais tantôt, la 5G, ce que ça va apporter, ce que ça va permettre aux entreprises puis aux villes, c'est de déployer des solutions que probablement on ne connaît pas encore la portée. Mais ça va vraiment faire une différence dans la vie de tout le monde. Excellent. Ben, écoute, très content de voir que tu partages l'avis, que Montréal est au cœur de cet écosystème-là et qu'on a une expertise qui va nous permettre là, de contribuer au déploiement de tout ça et probablement de tirer notre épingle du jeu là, dans l'attraction puis le développement d'une économie qui va tourner autour de l'Internet des objets, de la gestion des données puis de l'intelligence artificielle. Écoute, on a parlé un petit peu d'infrastructure. Clairement, ça s'accélère dans les zones urbaines. Il y a des défis dans les zones non urbaines. On veut s'assurer que les régions, les grands centres métropolitains soient bien connectés entre eux aussi. Cette complémentarité-là, ce travail d'équipe-là entre les régions et les grands centres urbains est très important. Comment tu vois le déploiement au niveau du 5G, des infrastructures dans les prochaines années pour les différents centres, les régions urbaines, les régions non urbaines? Tantôt, je reviens à ma fameuse la 5G, puis comment ça va être important pour le Québec, mais pour l'ensemble du pays. Mais déjà là, ce qui se passe aujourd'hui permet beaucoup, beaucoup d'actions en amont, que ce soit avec les municipalités, que ce soit avec les intervenants au niveau du gouvernement. Et ça, ce discours-là continue parce qu'on le sait, ça va passer par ça va passer par une structure forte, puis beaucoup de solidité et de bande passante. Alors, faut qu'on continue dans ce sens-là. Puis, tu sais, comme je disais, on continue de faire des annonces, on continue de dire dans quelle ville on sera dans le prochain, mais les prochaines années, et puis tout le monde s'entend, là, ça va passer par tout ce qui va se faire dans les grands centres, dans les régions éloignées. Ça va passer par la 5G puis le développement de cette technologie-là. Ça, c'est sans contester. Merci. Écoute, une question du public de Mme Catherine Hobbs-de-Beek de la Fondation de la rue des femmes qui se demandait, bon, dans une période de pandémie, c'est quoi les orientations, les priorités de Rogers d'un point de vue philanthropique au Québec? Donc, quelles sont vos priorités? Puis, comment peut-être une fondation, j'imagine, comme les rues de la femme, là, peuvent
profiter de la présence de Rogers et donc quelles sont vos priorités pour tous les autres qui recherchent un peu d'implication philanthropique de la part des grandes entreprises dans une période, bien entendu, où les besoins se font sentir plus que jamais? Écoutez, c'est une belle question, hein. On est fiers de répondre à ce genre de questions-là parce que nos racines au Québec sont profondes. On a 3000 employés. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui veulent donner. C'est sûr qu'on a dû beaucoup s'adapter durant la COVID-19, c'est clair. Vous avez entendu sûrement parler de la famille Rogers qui a annoncé 60 millions d'investissements par le Canada de dons. Pour s'assurer qu'on venait en aide aux organismes qui avaient le plus besoin en temps de COVID, que ce soit les centres d'hébergement pour femmes, que ce soit pour l'insécurité alimentaire. Alors, il y a eu beaucoup d'investissements qui a été fait là. Et pour nous, c'est ça qui est devenu très, très important durant la pandémie. C'est qui en avait le plus besoin et de s'associer à ces gens-là. Tu sais, je parlais de centres d'hébergement, de s'assurer qu'on a fourni des appareils, qu'on était présent pour aider ces organismes-là. Quand on parle d'éducation, de réussite scolaire, on a branché des jeunes qui étaient un peu moins fortunés, s'assurer qu'ils avaient des tablettes, qui pouvaient continuer l'école. Alors ça, pour nous, ça a été super important. Mais à la base, on veut être présent pour le futur, on veut être présent pour les jeunes avec les bourses Ted Rogers. On veut s'assurer qu'on peut être un partenaire dans tout ce qui est futur, ce qui est innovation, puis s'assurer qu'on vit puis qu'on opère dans une communauté meilleure. Écoute, je suis content de l'entendre le dire et puis clairement, il y a toujours des grandes ententes envers nos corporations pour jouer un rôle de leadership au niveau de notre communauté. Je pense que le besoin est là plus que jamais et je suis content d'entendre que Rogers va répondre présent. Écoute, Edith, c'est tout le temps qu'on avait, mais j'aimerais peut-être te céder le mot de la fin si tu veux ajouter un élément, quelque chose qu'on n'a pas couvert dans notre discussion là, qui est important. Je te cède la parole et puis on va terminer sur ça. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Denis. Merci pour l'invitation. Écoutez, on est déjà passionnés hein, quand on parle de technologie. Puis ce que je veux vous dire, c'est qu'au nom de nos 3000 employés au Québec, on est présent dans ce développement-là, puis on veut être présent partout où on opère à travers le Québec. Alors, merci à tous. Bonne continuité. Merci beaucoup, Edith. Alors, tout le monde, je vous invite à notre prochaine causerie qui aura lieu le 24 septembre à 10 h. On aura le plaisir de recevoir Mme Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Canada, qui viendra nous parler de l'avenir du transport ferroviaire passager au Canada. Edith, je te remercie beaucoup. Je te confirme que la Chambre de commerce, on sera là pour s'assurer que les gens et que les décideurs publics comprennent l'importance de déployer une infrastructure 5G importante pour appuyer notre économie. Alors, la Chambre, on sera au rendez-vous. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée à tous nos participants. Bonne journée à vous et on se voit à notre prochain événement le 24 septembre. Au revoir. Au revoir.